You don't have no self-respect, you feel like an insect. Et oui les amis, vous écoutez Nick Cave and the Bad Seeds avec le morceau Red Right Hand, mais dans 40 secondes, on va devoir un peu lui faire fermer sa gueule, même si c'est très sympathique comme morceau. Mais il est quand même très fort là, moins fort. Calme-toi Nick Cave, il est comme ça Nick Cave. Tu lui dis tiens chante et il est là, il prend toute l'attention. Alors que non. J'espère que vous allez bien, c'est Karim Debache. Vous êtes chaud? J'arrive dans quelques secondes. Salut à tous, c'est Karim Debache qui n'a pas fermé ses rideaux. Parce que la flemme, parce que j'ai pas de rideau, mais je n'ai pas fermé les volets. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que depuis hier, c'est la teuf, parce que moi, c'est la teuf. Si ce n'est que j'ai une espèce... Je suis un peu... Ça gratouille ici. Je sais pas, je crois que j'ai un bouton qui pousse là. Et ça, c'est pas ouf, parce que celui-ci est en train de disparaître. Si j'en ai un autre là, ça va mal se passer. J'espère qu'en tout cas, c'est la forme pour vous, que vous avez bien dormi et que vous vous êtes remis de toutes les émotions de hier. Puisque je vous rappelle qu'hier, on jouait à ce fantastique jeu vidéo qui est Gabriel Knight. Merci infiniment, l'atelière. Et ça fait 12 mois que tu es avec nous, l'atelière. Je te fais des gros bisous. Effectivement, c'est ton anniversaire en ma présence. Voilà, j'espère que ça fait plaisir. Ça fait 1 an, tout rond, que tu es dans cette formidable communauté. Alors, oui, hier, on jouait à ce fantastique jeu vidéo qui est Gabriel Knight, la bébête en dedans, et on s'est quitté, souvenez-vous, sur un fantastique, un incroyable, un merveilleux cliffhanger, à savoir qu'on a assisté au premier meurtre en live du jeu. Peut-être y en aura-t-il d'autres, mais on a assisté à la première séquence déjà violente et même un peu gore. On a complètement vrillé dans le monde de l'horreur avec cette séquence qui a mettait en scène notre ami Von Zell. Enfin, pas notre ami, ce tas de merde qu'est Von Zell, parce que visiblement, là maintenant ça commence à s'acter que c'est lui le méchant, en train de dévorer un corps humain, un cadavre, dans une grotte qui puait la pisse. Merci beaucoup à toi, Alpharaon, pour le Prime, et ce fantastique pseudonyme aussi qui est merveilleux. Donc, ça va être complètement, peut-être... sûrement le stream sur ce jeu le plus intéressant depuis le début de ce let's play fantastique, parce que là j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va se faire bouffer nous aussi par Von Zell? Est-ce que dans une pirouette exceptionnelle on va lui péter le bras, lui faire une clé de bras à la Steven Seagal pour l'éclater et le marave à coups de Maoshi? Je ne sais pas. De Maoshigiri, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être qu'on va devenir potes avec Von Zell et qu'on ira ensemble manger des cadavres dans des trous qui puent la pisse. Je ne sais pas non plus. Merci beaucoup à toi, Moogie et les cafards, pour le prime que tu viens de prendre, c'est ton 5e mois d'abonnement. Tu me dis salut Karim, je te fais gros bisous man. À toi aussi, Cochat. Bisous à toi, Moogie, et merci pour ce sympathique sub. Sinon, je suis en train de boire du thé comme d'habitude, et donc, avant toute chose, je voulais discuter, puisque c'est souvent, maintenant, quand je commence les lives, je discute d'un truc qui n'a rien à voir, et après, on joue. Je trouve que c'est sympa, en fait, ça fait plaisir, ça fait un petit truc un peu plus varié, quoi. Coucou Karim, merci pour Daman Frère, je pense à commander le thé carotte cake. Dis-moi, tu infuses tes thés avec une boule à infusion? Souvent. Merci beaucoup à toi, El Bozoy Shrebe2, pour le sub que tu viens de prendre. C'est ton 4e mois d'abonnement. Et tu me dis, mais qui voilà donc? C'est Tipa Karim Debache qui est venu foutre le motion. Et si, je fous le motion à balle, El Bozoy Shrebe2. Je fous le motion à plus savoir qu'en faire. C'est cool. Alors, il va y avoir plein de streams, en fait, je suis en train de me dire. Je vais essayer de streamer un max. Là, tant que Gilles n'est pas là, je vais essayer d'en profiter pour être un peu là tant que je peux. Demain, je suis pas certain de pouvoir, mais je vais essayer de me dépêcher, quitte à faire des petits lives d'1 heure, 1h30. Ça sera toujours sympa de vous voir, parce que j'ai envie d'avancer un peu. Ça fait très longtemps, en fait, qu'on stream le même jeu, et j'ai envie de varier un petit peu. Mais en même temps, je me suis promis à moi-même, parce que ça m'arrive comme ça de me faire des promesses à moi-même, déjà de prendre des douches, parce que ça c'est un truc que j'avais oublié, je n'en prenais quasiment plus, une par an max, et aussi de terminer ce jeu avant d'en commencer un autre, parce que je me suis rendu compte qu'en stream j'avais tendance à ne pas finir mes jeux, et pour tout vous avouer, ce n'est pas qu'en stream, j'ai souvent tendance à ne pas finir les jeux que je commence, ce qui fait de moi un connard, voilà, une vieille merde, et j'ai envie d'arrêter. Et ma nouvelle résolution du mois de mars, du coup, c'est de terminer les jeux que je commence. Donc là, vous écoutiez quoi? Vous écoutiez Nick Cave and the Bad Seeds, de ce fantastique morceau qui est Red Right Hand, qui est effectivement, vous l'avez noté dans le chat, le générique de Peaky Blinders, donc, qui est une série que je ne connais pas, mais qui apparemment est très sympathique, donc je vous la recommande parce que tout le monde m'en dit du bien, mais qui est aussi le thème un peu de la saga, la franchise Scream, qui est une série de films d'horreur qui, je crois, dans chacun de ces opus, contient au moins une reprise de Red Right Hand, si ce n'est l'original dans le premier. Donc c'est pour ça que vous écoutez ça. C'est pour la même raison que vous êtes en train d'entendre derrière moi, si vous entendez bien, une reprise de Don't Fear the Reaper. N'aie point peur de la faucheuse. Hein? Vous connaissez ça, Morka Bells? Merci beaucoup à toi, T6666, le meilleur des Terminators. Tellement du futur que t'es même pas le T1000, t'es le T6666. J'imagine que tu n'es pas liquide, mais que tu es gazeux.
Et du coup, oui, Don't Fear the Reaper, chanson de Blue Oyster Cult, là, qui est repris dans une version qui est dans le film Scream. Alors pourquoi? Est-ce que je vais vous parler du dernier film Scream à être sorti? Eh bien non, parce que je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que j'habite dans un endroit où il n'est diffusé qu'en VF et que j'avais envie de le voir en VO, donc je ne suis pas allé au cinéma pour le voir et j'attendrai gentiment qu'il sorte en Blu-ray. Néanmoins, j'ai vu il y a peu un film dont je voulais vous parler, bon, qui n'est pas un chef-d'œuvre, qui n'est pas un impératif à voir non plus, mais je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de parler de ce film-là, que j'ai découvert par le biais de la saga Scream et donc du premier opus du film Scream de Wes Craven, du milieu des années 90. Dans Scream, je me souviens, en fait, je l'ai vu, j'étais tout jeune, Scream, quand c'est sorti, évidemment, et en plus, j'étais cinéphile. Si, j'étais cinéphile, mais c'est un film qui a beaucoup participé à mon amour du cinéma d'horreur, notamment, Scream, parce que, évidemment, c'est un film très métatextuel, où les personnages de Scream sont des fans de cinéma d'horreur et donc passent leur temps de façon un peu complice à name-dropper des noms de films d'horreur. Merci à toi, Debbie Studio, pour le Prime que tu viens de me filer dans Scream. Il y a nombre de références à nombre de films d'horreur, la plus évidente étant évidemment Halloween, qui même à un moment est regardé dans le film par le personnage de Randy. À un autre moment du film, donc il y a plein d'autres films qui sont cités, hein, le Train de la Terreur, machin, etc. À un moment du film, ils citent un film, je m'en souviens très bien, qu'ils appellent. Ils disent à un moment, comme la ville est sous le coup d'un couvre-feu, il y a un personnage, je ne sais plus lequel, mais qui dit on se croirait dans la ville qui redoutait le crépuscule. Il y a cette phrase qui est prononcée en VF dans Scream, je me souviens l'avoir vue dans la VHS à l'époque, et m'être dit c'est quoi la ville qui redoutait le crépuscule? Merci beaucoup à toi, CKV TDN. Pour le sub, je suis désolé si on prononce ça autrement, mais voilà, Alri Comics, tu me dis quoi? Je vais devoir partir car je suis un peu seul dans la salle d'attente du dentiste pour mon épouse et mon fils, pas pour moi, d'accord. Et je veux pas passer pour un connard à faire péter le son, je reprendrai tout à l'heure si je peux, sinon ce sera le replay. Défonce les loups-garous, écoute avec plaisir, on les défoncera en ton honneur. Mais du coup, à un moment, voilà, il y a un personnage qui name drop donc le film La ville qui redoutait le crépuscule. Et alors, qu'est-ce que c'est si quoi que La ville qui redoutait le crépuscule? À l'époque, je ne le savais pas et j'ai mis hyper longtemps à trouver le film qui est La ville qui redoutait le crépuscule, pour une raison qui est logique désormais, c'est qu'en fait il n'a jamais existé de film qui s'appelle La ville qui redoutait le crépuscule. Merci beaucoup à toi, Akili Fourchon, pour le sub. Donc non, je ne l'ai pas. Oui, j'ai vu The Fableman et j'ai trouvé ça super. On pourra en reparler à une autre occasion. Mais du coup, en fait, il n'y a pas de film qui s'appelle La ville qui redoutait le crépuscule. Il y a un film qui s'appelle The Town That Dreaded Sundown en anglais, qui est donc la traduction littérale. À l'inverse, pardon. La ville qui redoutait le crépuscule est une traduction littérale du titre The Town That Dreaded Sundown, sauf que moi à l'époque je le savais pas parce que j'avais pas vraiment internet et donc j'avais aucune idée que ce film sortait. En français il s'appelle pas du tout La ville qui redoutait le crépuscule, il s'appelle Terreur sur la ville. Voilà, c'est ce film-ci qui est cité dans Scream et qui est, en fait, on peut même pas le en vouloir parce qu'il a eu une sortie complètement anecdotique en France. Il est juste sorti en vidéo et c'est un film très peu connu chez nous qui a une petite réputation quand même outre-Atlantique. Donc c'est l'occasion de vous parler de ce film-ci. T'as pas coupé la musique derrière? Oui, je voulais laisser une ambiance, c'est un peu trop fort. Bon, je coupe la musique derrière pour qu'on puisse plus se concentrer sur mes propos, effectivement. Donc du coup, vous avez ceci. Voilà, donc qui est Terreur sur la ville, un film de comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son blaze. Charles Pierce, qui est un réalisateur peu connu chez nous, encore une fois, et même globalement peu connu tout court. Il a très peu de reconnaissance. Il est quand même l'auteur d'une petite quinzaine de films, Charles Pierce. Il est connu surtout pour être un des précurseurs du genre du found footage avec un film qui s'appelle La légende de Boggy Creek, qui est sorti au début des années 70, si je ne m'abuse, je crois en 72 ou un truc comme ça, qui est un film donc qui est un faux documentaire sur un Bigfoot, un truc un peu un grand singe méchant, voilà. Et c'est un des films qui servira de façon pas évidente, mais les auteurs de Blair Witch, en tout cas, reconnaissent la légende de Boggy Creek comme une de leurs grosses inspirations. Donc c'est pas vraiment du found footage, c'est juste un faux documentaire avec une narration, etc. Mais c'est un film intéressant. Qui n'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein, on va pas se mentir, mais qui est un peu en avance à plein de nombreux égards sur le cinéma d'horreur des années qui suivront. Pardon. Merci beaucoup à toi, Buxi, pour le Prime, c'est ton 4e mois d'abonnement, tu es fantastique. Un documenteur, absolument, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Et son meilleur film, après je les ai pas tous vus, c'est celui-ci, je trouve, Terreur sur la ville, donc The Town That Dreaded Sundown. Là, vous avez
Hop, une autre couverture là-dessus, qui, comme vous le voyez, c'est écrit ici, mais vous le voyez pas bien, mais A True Story, c'est tiré d'une histoire vraie. Il n'y a pas un remake de Blumhouse de ce film si alors non, il n'y a pas de remake de ce film, il y a une suite. Merci beaucoup à toi, Amdou, pour le 18e mois d'abonnement, ça fait longtemps que tu es là, je te fais un gros bisou, merci infiniment à toi. Non, il n'y a pas de remake de Terreur sur la ville, il y a par contre une suite, mais une suite métatextuelle. Alors, c'est-à-dire que je vais vous en parler. Donc ce film en tout cas sort en 1976 et c'est un peu aussi un précurseur au slasher. Voilà, parce que du coup ça met en scène, donc c'est tiré d'une histoire vraie, comme ce n'est pas écrit ici, mais c'était écrit sur la version américaine du poster, c'est tiré d'une suite de meurtres qui ont eu lieu dans les années 40, je crois en 46, donc 30 ans littéralement avant la sortie du film, ont eu lieu au Texas, ou dans l'Arkansas, à la limite, dans une ville qui s'appelle Texarkana, qui est apparemment à cheval entre le Texas et l'Arkansas, ou l'Arkansas, je ne sais pas comment on prononce, on s'en fout, c'est pas grave. Mais en tout cas, dans ce coin-là des États-Unis, donc il y a eu une série de meurtres en 1946 qui était perpétrée par un mec qui est représenté par lui, donc un gars cagoulé qui fait quand même énormément penser au tueur du Zodiac, qui sera donc du coup un meurtrier qui officiera dans la région de San Francisco, mais genre 30 ans après, quoi, dans les années 70. Il est fort à parier d'ailleurs qu'il ait pu s'inspirer de ce tueur-là, qu'on appelait, je crois, le Phantom Killer, qui est un mec donc, qui a tué toute une série de gens, je crois 5 personnes quoi, dans les années 40 aux États-Unis. Et du coup, il s'avère que le réalisateur Charles Pierce, oui, Phantasm Killer, c'est ça, Phantasm Killer. J'entends Phantom Killer, je sais pas. C'est vrai qu'on devrait dire un documentaire, ce serait beaucoup plus drôle, effectivement. Bah, documentaire, c'est rigolo un petit peu. En anglais, c'est mockumentary, un mockumentaire, on pourrait dire aussi. Mais alors du coup, voilà, donc ces événements se sont passés dans les années 40, à un moment où, en fait, le réalisateur, Charles Pierce, habitait dans la région. Après, il a déménagé, après les meurtres, il a déménagé dans la ville où se sont passés les meurtres, Texarkana, mais à l'époque où se passaient les meurtres, il était dans la région, et il se souvient, c'est pour ça qu'il a fait ce film, de l'ambiance un peu paranoïaque qui a pris toute la région au moment où on a appris qu'il y avait un tueur on the loose, quoi. Donc du coup, il en a fait un film, 30 ans après. Après, voilà, tiré d'une histoire vraie de Spie, hein, comme souvent, en fait. De toute façon, moi, franchement, j'ai jamais compris le tiré d'une histoire vraie. Parce que pour moi, tous les films, ils sont un peu tirés d'une histoire vraie, mais pas trop. Et après, c'est une question de degré. Mais en fait, tous les films du monde sont un peu tirés d'une histoire vraie, mais aucun ne l'est complètement. Donc, c'est ça, voilà. Donc là, en gros, il prend cette histoire-là, il change tous les noms, il reprend à peu près le nombre d'attaques qui ont eu lieu, mais il change les setups, il les rend soit moins violents, moins trash, soit plus trash, selon ce que nécessite sa narration. Et il en fait ce film-là qui a un bis, hein, qui est assez anecdotique. Hein, je ne vais pas non plus vous le survendre. Il y a des moments mais qui est honnête en fait dans ce qu'il vend. Je trouve c'est un film d'horreur des années 70 qui est moins trash que les autres films d'horreur des années 70, typiquement la Dernière Maison sur la gauche ou même le Massacre à la tronçonneuse. C'est un peu plus soft. Il n'empêche que ça a fait un sacré bordel à l'époque, hein, quand c'est sorti. Tu parles de Swarm, Karim? Non, pas du tout. Je parle de Terreur sur la ville, qui est en Blu-ray ici présent et qui, du coup, là, c'est une édition c'est chez Remini. Donc, que vous pouvez trouver un peu où vous voulez. Je pense que vous pouvez commander ça et le trouver assez simplement. Mais du coup, c'est comment dire? C'est pas... c'est plus graphique que genre Massacre à la tronçonneuse, parce que Massacre à la tronçonneuse, c'est beaucoup dans la suggestion, mais c'est moins angoissant. Néanmoins, le film, à l'époque, a été quand même mal vu, a été considéré comme un film malsain. La critique l'a un peu défoncé, mais il a quand même plutôt pas mal marché. Il y a une scène notamment qui a beaucoup choqué. Alors, quand vous voyez ça aujourd'hui, c'est toujours un peu drôle. C'est un film des années 70, donc les trucs qui choquaient à l'époque, vous les voyez aujourd'hui, post-Hostel So, tout ce que tu veux, de Human Centipede, tous ces trucs-là, tu regardes ça, tu fais bon. Ça va, non, c'est pas spécialement ouf, mais à l'époque, si, c'était hyper badant, si bien que, en fait, quand les gens de la ville de Texarkana ont appris qu'il allait faire un film sur le sujet, le mec a reçu quand même des menaces de mort et tout, il s'est fait embrouiller de ouf. L'ironie étant que désormais, dans la ville de Texarkana, depuis la sortie du film, quelques années après, tous les ans, le film est diffusé, parce que du coup, il est devenu un peu culte, vaguement. Donc ils organisent des projections tous les ans dans un cinéma local de ce film-ci. Mais il a été mal considéré, notamment par les critiques américaines, qui ont dit que le film était un peu vicelard. Et en fait, il a cette espèce de truc qui est intéressant, je trouve, qui peut déplaire.
mais c'est des ruptures de ton assez brutales, quoi. C'est-à-dire que au même titre, d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez vraiment de La Dernière Maison sur la gauche de Wes Craven, parce que du coup, celui-là, on s'en souvient comme un film hyper hardcore, et il est hyper hardcore, mais il y a des scènes où c'est coupé entre des moments super violents et des moments de pure comédie slapstick débile, en fait. Et ce film-là fait un peu un truc similaire, en même temps à la fois moins violent et moins débile. Donc voilà, c'est un peu plus équilibré. Mais ça vaut le coup d'être regardé, franchement, si vous avez l'occasion, si vous avez un peu de temps à tuer. C'est, je pense, son meilleur film. Après, je les ai pas tous vus. C'est un mec qui a fait pas mal de westerns aussi. Je crois que la moitié de sa filmographie, ce sont des westerns. J'en ai vu aucun. Mais celui-là est vraiment cool. En tout cas, c'est un film d'horreur qui est à peu près valable. Qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais je pense que vous allez reconnaître pas mal de trucs de films d'horreur qui ont suivi et qui peuvent vous intéresser un petit peu. Déjà, le délire du tueur masqué, évidemment. Alors, c'est Ralph McQuarrie qui a fait aussi ce poster. Pour ceux qui connaissent, Ralph McQuarrie est un des plus grands illustrateurs de l'histoire du cinéma, qui a bossé sur Star Wars, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup à toi, Dindon d'Organe 0, pour les 2 subs que tu viens d'offrir à 2 personnes qui, je pense, sont extrêmement heureuses que tu leur aies offert ça. Donc, 2 Flash et Doc Dozen, vous faites désormais partie de la famille. J'espère que ça vous fait plaisir. Voilà. Donc, ton live arrive vraiment à point nommé. Je partais en légère crise d'angoisse. Du coup, ça m'aide à détendre, changer les idées. Je suis désolé de te présenter des films d'horreur. J'espère qu'il y a... Après, c'est sympa quand même. Il y a des moments rigolos dedans. Il y a des moments avec des policiers qui font un peu de la cavalcade. Il y a des moments dans ce film où c'est un petit peu cours après moi shérif, un peu shérif fais-moi peur. Si vous avez des scènes de films d'horreur et ensuite vous avez une scène de shérif fais-moi peur et après ça revient sur une scène de film d'horreur, donc ça avait pas mal choqué. Bonjour, je viens d'arriver, je sais pas si la question a été posée, mais tu as vu le film Mario ou pas, Karim? Non, je pense que je vais y aller ce week-end à l'occasion. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est tout? Merci à toi, Céline. Hugo, qui me dit Evil Dead Rise m'a l'air pas mal. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai pas vu la bande-annonce encore. Moi, faudrait que je revoie le remake parce que moi, j'avais pas été super convaincu. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui trouvaient ça cool. En fait, je sais pas. J'avais trouvé ça pas ouf. Après, je me suis dit non, mais il y a quand même des trucs sympas. Et après, je me suis dit oui, mais l'original est quand même vachement mieux. Et après, je me suis dit oui, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de le comparer à l'original? Et après, je me suis battu avec moi-même. Et après, voilà, je suis tombé dans les pommes. Merci à toi, Pagnolabo, pour le sub. Merci aussi à toi, Jerry Cornelius Prime. Mais il faudrait que je le revoie, en fait, je pense, Evil Dead Remake. Et le Rise, je sais pas, j'ai vu pareil, juste les petites miniatures. J'avais l'impression que ça essayait d'être Smile un petit peu. Voilà. Ah, bah tiens, Basic Bench. Tu me dis, salut Karim, j'ai un peu travaillé sur Unicorn Warriors Eternal, la prochaine série de Tartakovsky qui est animée en France. Comme Primal, du coup, je pense. Et on avait regardé le trailer ensemble lors du dernier stream. Ça fait bizarre de bosser indirectement pour Warner Bros. Et d'en même temps bosser dans un studio avec des coupures de courant fréquentes. Ok, je suis désolé, j'espère que l'électricité fonctionnera quand même. Et ben vous faites de la belle ouvrage. Je sais pas si c'est vous qui avez bossé sur Primal en tout cas. De ce que j'ai vu en tout cas sur la BA de Unicorn Warriors Eternal, ça a l'air mortel. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et c'est trop cool de bosser sur des projets de Tartakovsky, c'est trop cool. Romain, ça va Romain Oulas qui est dans le chat. J'espère que tu vas bien, que c'est la teuf pour toi. Tu me dis pas aimer la première fois, mais je l'aime avec le temps. Le remake d'Evil Dead, si ça me vient de toi, ça a du sens. Romain, évidemment, est fan de Evil Dead. Vous le voyez sur son travail. N'hésitez pas à aller taper son blaze sur YouTube. Il a une chaîne YouTube absolument fantastique. Tu penses te prendre la collector du Zelda ou alors la Switch à l'effigie du jeu? Je vais pas prendre la Switch parce qu'il y en a déjà une à la maison. Mais je pense que je prendrai la meilleure édition possible de ce jeu qui a l'air fantastique. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites d'intéressant aussi? La bande-annonce de Barbie donne totalement envie de voir le film. Ah oui, j'ai pas vu non plus. J'ai vu juste le teaser au moment où c'était arrivé. Et je m'en fous un peu du coup parce que le teaser est juste une parodie de 2 millions l'Odyssée de l'espace qui en plus entre, moi là pour le coup, presque dans le cadre un peu des parodies interdites. De Zarathustra, je trouve que... Mais après, peut-être c'est cool. Après, c'est une équipe cool, ça a l'air mais voilà, ça va être méta rigolol parce que un film de Barbie, mais voilà, et ça va être ça. J'ai l'impression que ça va être ça. Interdite parce que trop faite, oui, absolument, c'est ce que je veux dire. On va regarder un petit peu ce que nous propose YouTube. Le remake d'Evil Dead était pas ouf, mais Don't Breathe Don't Breathe c'était vraiment bien. Ça, c'était vraiment vraiment bien. Mais c'est aussi ça qui a fait que quand j'ai vu le remake de Evil Dead, je me suis dit faut quand même lui donner sa chance et tout. J'avais beaucoup aimé Don't Breathe. Oui, mais il y a Michael Cera dedans. Dans quoi? Dans Barbie? Je sais pas, j'ai pas vu le casting. Si, j'ai vu qu'il y avait la meuf de Sex Education, que j'aime beaucoup, comment elle s'appelle? Emma McKay, c'est ça?
C'est une bonne actrice. Mais non, mais le casting, l'équipe a l'air cool. Enfin, genre, tout a l'air cool, quoi. C'est pas... Mais c'est juste... j'ai trop peur que ce soit vraiment 1h30 ou 2 heures de blagues méta sur le fait qu'ils sont en train de faire un film Barbie. Genre là, je commence à vraiment être je sature en fait des films qui parlent du fait qu'ils sont des films. Il y a un moment, c'est vraiment dur. Là, ça commence à être vraiment, vraiment compliqué parce que là, j'ai envie qu'on me laisse. C'est Margot Robbie. Non, Margot Robbie, elle joue le personnage principal. Elle joue Barbie. Enfin, elle joue la Barbie principale. Mais il y a aussi, je crois, Emma Mackey. Et puis bon, John Cena. Ouais, John Cena, il est cool. Ouais, mais. Je sais pas, peut-être je suis le seul à en avoir. Je crois pas que je sois le seul à en avoir marre de cette dimension métatextuelle. Et oui, d'ailleurs, tiens, en parlant de dimension métatextuelle, donc comme je le disais, parce que j'avais pas fini ma phrase au départ, mais ce film Terreur sur la ville a eu non pas un remake, mais une suite en 2014, effectivement, qui est une suite intertextuelle, dans le sens où c'est une suite qui, un peu à la manière de Freddy 7, de Freddy sort de la nuit, est une suite qui se passe dans un monde dans lequel est sorti ce film, et le réalisateur est un personnage du 2. Voilà. Mais ça va, parce qu'en fait, je peux pas vous dire pourquoi ça va, parce que sinon je vais vous spoiler ce film-ci. Donc regardez ce film-ci et vous comprendrez pourquoi, ok, ça a du sens de faire ça. Voilà. Mais donc oui, il y a eu voilà, il y a eu ça. Le délire méta qui m'a le plus énervé, c'est Matrix 4. C'est juste insupportable. Tu dis Golden Voyager 7. Ça fait partie, effectivement, des points de rupture, des moments de ma vie de cinéphile où je me suis dit, là, je veux plus voir ça. Là, c'est bon. Genre, stop. Genre, vous ne savez pas faire ça, tu vois, genre, je ne veux pas faire ça. Mon cher Karim, pourquoi ne pas nous agrémenter ce magnifique visage de quelques bandes annonces de films dont tu parles? Mais je le fais souvent, c'est juste que j'ai oublié. Je vais... On peut faire ça. On peut faire ça. Attendez, on peut mettre ça. Je peux vous mettre la bande annonce de Town That Dreaded Sundown. Ne bougez pas. Hop, comme ça, vous verrez effectivement de quoi je parle. Et peut-être même après de Matrix 4 pour que je continue. Après, je l'ai beaucoup dit que j'aimais pas Matrix 4. Alors ça, c'est la version de 2014. Ça, c'est ça. Hein. C'est ça. Ah, mais c'est un... D'accord, c'est une bande-annonce qu'ils ont fait après la sortie de la version de 2014. Vous avez vu, je suis passé en dark mode. C'est cool ou pas? Merci beaucoup à toi, FJ, qui me dit un an de sub. Effectivement, ça fait 12 mois que tu es là. Je te fais des gros bisous. 17. Bodies discovered in a wooded area on March 24th. Roy Allen, 17. Peggy Loomis, 15. Both found dead April 14th in Spring Lake Park. Ça, c'est assez intéressant. Il y a... Putain, c'est intéressant. Parce que, en fait, donc, dans le film, il y a une voix off, en fait, dedans, qui commente les événements et qui les introduit en donnant des dates. C'est une voix off qui se veut très factuelle, qui reprend de son premier film d'horreur, Boggy Creek, mais il y a une voix off qui dit de façon assez sérieuse, genre qui donne des dates et des endroits précis, etc. Le truc qui est amusant dans son rapport au réel à ce film, c'est que, comme je vous ai dit, ces événements sont tirés de faits réels, mais il y a plein de trucs qui sont complètement remodifiés, etc. Et en l'occurrence, les dates qui sont données de façon très solennelle par la voix off sont fausses. Mais à quelques semaines près. Donc c'est un peu chelou. Roy Allen, 17. Peggy Loomis, 15. Both found dead April 14th in Spring Lake Park. Floyd Reed, age 34. Murdered in his home on May 3rd. Mrs. Reed shot twice, but survived. This man's identity is unknown. He was believed to be between 30 and 40 years old. He wore a white hood and was known only as the Phantom Killer. World War II had just ended. In Texarkana, Arkansas, boys had come home to their families. Husbands reunited with their wives. It was a happy, peaceful time. Until the Phantom Killer struck. For 4 months, he held an entire city in the icy grip of terror. Now, quelle année tu as dit, Romain, tu me parles de l'année de la sortie du film ou des événements? C'est sorti en 1976. C'est sorti 30 ans, pile poil en fait, après les vrais événements de meurtre à Texarkana. As Captain J.D. Morales of the Texas Rangers. We got a cold-blooded killer here. A man who nobody sees. A phantom who... Et c'est intéressant parce que ça, comment dire,
as Deputy Norman Ramsey. Je trouve que ce film-là, et même le cinéma en fait d'horreur de cette époque-là, est aussi représentatif. C'est dit d'ailleurs dans le livret qui accompagne le Blu-ray, mais à juste titre, et aussi représentatif du fait qu'on oublie souvent que le cinéma ne se construit pas. Enfin, le cinéma américain ne s'est pas construit que dans les deux grandes villes que sont New York et Los Angeles. Ce sont des films au même titre que Texas Chainsaw Massacre, ou au même titre que La Dernière Maison sur la gauche, ou je sais pas, le Romero. Ce sont des films régionaux en fait. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un film à moitié texan, à moitié arkansas. Je sais pas si on dit ça, mais ce sont des films qui appartiennent vraiment au cinéma indépendant de la région dans laquelle ils ont été faits, et c'est assez intéressant du coup de voir que le cinéma des années 70 s'est développé comme ça. C'est pas un film qui a non plus la générosité d'un slasher des années 80, hein. Si vous vous attendez à voir ça, c'est pas ça. C'est entre ça et un cinéma plus sur le vif, enfin plus documentaire, un peu plus proche des années 70. Ceci étant dit, en termes de mise en scène, je sais pas si vous avez vu un petit peu la façon dont c'est cadré, etc. Il y a quand même quelque chose de moins craspec que les films d'horreur des années 70 qu'on connaît, quoi. C'est un peu plus cadré, un peu plus posé, etc. Un peu plus old school peut-être, mais voilà. Mais c'est arc-en-ciel, Arkansasais, vous dites. Est-ce qu'on dit Arkansas ou Arkansas? Je ne sais pas. Echo x6, comme dis-tu. Salut Karim, ça va faire 3 ans que j'ai pas mis les pieds dans un cinéma, j'arrive plus à être motivé à voir des films. Je sais pas pourquoi, mais je sature sur les nouveaux films, j'arrive plus à avoir la petite étincelle en voyant un film. Moi, je t'avoue que enfin, c'est pas le cinéma. Non, moi, c'est vraiment j'ai une fatigue par rapport au cinéma populaire américain actuel, en fait. Après, le reste, je trouve ça cool. J'étais très content devant Asbestas, par exemple. Je trouvais ça très bien. J'étais très satisfait du spectacle qui m'a été offert. Mais c'est vrai que là, c'est les blockbusters, en fait. Il y a un point de rupture. Et oui, effectivement, il y a du Matrix qui m'a fait « Ok, je veux plus voir ça ». Il y a les Marvel, globalement, mais ça a été plus progressif. Marvel, c'est petit à petit. Je me suis dit, j'ai plus envie, en fait. Vraiment, de plus en plus. Là, j'ai encore moins envie qu'au film d'avant. Et puis petit à petit, comme ça, là, j'ai plus du tout envie. Il y en a plein que j'ai pas vu en fait, des Marvel, du coup, désormais. Il y a eu un point de rupture sur Endgame aussi, où je me suis dit quand même, là, non, c'est pas possible en fait. Moi, c'est pas ça que je veux voir. Cette espèce de. Comment dire, d'annonce en fait, il n'y a plus d'enjeu, quoi. En fait, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de personnages, et vous le savez, et on sait que vous le savez, et vraiment, tout le monde s'en fout, quoi. On va juste faire semblant d'avoir de se ressentir quelque chose pour les personnages, quoi, parce qu'on sait que de toute façon, on fait ce qu'on veut, et puis on lira des trucs sur les réseaux sociaux, et on vous donnera ce que vous avez envie de voir, parce qu'après tout, merde, si ça fait plus d'argent, pourquoi on s'en priverait? Et il y a un côté cynique en moi qui me fait me dire que finalement, oui, ils ont plutôt raison, en fait, en vrai, pourquoi ferait-il autre chose? Mais en même temps, et c'est cool que ça existe, mais j'ai pas envie de participer à ça. Je reviendrai au cinéma hollywoodien quand je serai stupéfait par un spectacle intéressant. Et voilà, c'est tout. Parce que après, sinon, je m'en fous en fait de voir des acteurs. Je suis jamais. En plus, je suis pas enthousiasmé par ces trucs-là. Moi, ça m'enthousiasme pas de savoir qu'ils ont engagé tel acteur pour jouer tel personnage. Je m'en fous. Le fait qu'ils fassent des références à des films que j'ai vus par le passé, je m'en fous aussi. Donc, du coup, et je suis pas sur les réseaux sociaux, donc tous leurs références à des mèmes systématiques là, je m'en fous également. Donc, du coup, je suis clairement plus du tout la personne qui est visée par ce cinéma-là. Et du coup, étant donné que je ne suis pas visé, j'évite les tirs avec grand plaisir en fait, parce que du coup ça me permet de découvrir aussi d'autres films, soit anciens, soit d'autres pays, donc c'est cool, c'est très bien, mais ouais, non, je vais évidemment pas aller voir Blue Beetle, quoi, parce que je m'en fous. Voilà. Et Barbie probablement pas non plus en fait, parce que je m'en fous également. Il y a que peut-être vraiment les sagas de trucs, je sais pas, peut-être Scream, je vais le voir parce que genre je les ai tous vus. C'est pas un blockbuster non plus, mais je les ai tous vus, et puis c'est vraiment un truc. J'ai quand même envie de voir ce qu'ils font à New York. J'ai envie de pouvoir le comparer à Vendredi 13, Jason Tex Manhattan, quoi. Mais en vrai, je m'en fous un peu. Voilà. Donc je sais pas, c'est mon délire. Je sais pas si je suis le seul, mais moi j'en peux plus. Et puis je sais que je sais ce que je vais voir, quoi. J'ai toujours pas vu Dominion, le Jurassic Park, quoi. Mais évidemment que j'ai pas envie de voir ça, quoi. La vie est trop courte. Encore une fois, la seule raison en fait pour laquelle je me forcerai à aller le voir, c'est pour pouvoir dire je l'ai vu. Mais c'est plus un argument suffisant en fait. Je préfère aller voir des films où je sais que je vais m'amuser, ou alors je me dis il y a peut-être un truc un peu original, un peu nouveau à prendre de ça, quoi. Un nouveau Scorsese qui arrive, oui, ça, je vais y aller. Ça, c'est une certitude.
Je vais aller voir le prochain Scorsese, dont j'ai déjà oublié le titre, mais j'irai le voir. Ça, c'est une certitude. Ou alors, si le truc a l'air suffisamment mauvais pour m'intéresser, je dirais peut-être. Genre, si vraiment je vois un film qui a l'air d'être une vraie bouse en mode Morbius, voilà, s'il y a un Morbius 2 où je me dis ça a l'air tellement rincé de ouf qu'il faut que je le voie parce que je suis sûr que je vais m'amuser devant, eh ben j'irai le voir. Voilà. Matt Boys Afraid, c'est prévu, je vais mater Boys Afraid. Ça m'intéresse aussi. Voilà. Sinon, alors attendez, oui, sinon on est sur YouTube, donc voyons ce que nous propose YouTube. Donc on parlait de quoi? De Matrix 4, je disais que c'était pas ouf. Je continue à dire que c'est pas ouf, mais j'en ai déjà parlé, je sais plus si j'ai déjà montré la bande-annonce. De toute façon, vous avez vu Matrix 4. Malheureusement, vous avez tous vu Matrix 4. Matrix 4, c'était triste. Parce que c'était le moment où je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'il comprenait pas du tout ce qu'il faisait, même à l'époque, mais il donnait le change. Et mais en fait... Et puis... Je pensais pas un jour, vous voyez, si dans les années 90 on m'avait dit genre entre Matrix et Space Jam tu vas avoir du mal à décider lequel est le pire, j'aurais vraiment dit mais tu planes de ouf quoi, t'es un malade, tu vois, genre t'es un ouf. Mais en fait non, il y a vraiment ce moment là où je me dis je sais pas, dans les productions Warner en roue libre, je sais pas lequel je préfère entre Space Jam 2 et Matrix 4, je ne sais pas. Et en plus, la comparaison est vraiment valable. Quoi, Matrix 4, c'est pas sciemment saboté selon toi, mais c'est terrible si c'est ça, c'est encore pire. Quoi. Tu veux dire que genre il y a des gens dans le monde qui investissent 150 patates, je sais pas combien ça va coûter, mais qui mettent 200 millions de dollars pour se planter volontairement. Tu fais bon. C'est fou. Pour moi, si tu as le sentiment que c'est un point de non-retour dans le méta, c'est que le film transmet un message de ras-le-bol. Mais non, parce que c'est pas ça. Moi, je comprends le message du film, en fait. Mais c'est pas... Enfin, je pense le comprendre. Après, j'imagine que ça veut dire ce que je pense que ça veut dire, mais je trouve que c'est raté, en fait, dans ce que ça exprime, quoi. Quand je dis que ça atteint un point de non-retour dans le méta, c'est dans le je me regarde trop moi-même, en fait, comme une espèce de... Parce qu'en fait, Matrix, le film, original, Matrix, le film, parle pas de Matrix, le film, quoi. Parce que sinon, ça m'aurait déjà intéressé beaucoup moins à l'époque. C'est-à-dire le fait de faire un film, le fait que Matrix 4 ne parle que de Matrix, le film, c'est déjà pour moi un énorme problème, quoi. Parce que je comprends ce que le film veut dire sur, disons, sur notre rapport au mythe. Mais c'est juste qu'en fait, ça parle pas de notre rapport au mythe. Ça parle de la fandom de Matrix 1. Et en fait... Moi, ce que j'aimais bien dans Matrix, c'est que c'était un mythe un peu universel, quoi, qui avait un point de vue du coup un peu scope, quoi, sur la façon dont on vit les choses, quoi. Ça parlait pas vraiment juste de Matrix, ça parlait pas juste du casting c'est parce que sinon vraiment ça m'intéresse pas en fait. Mais bon après mais c'est le problème de plein de films. Scream a aussi en vrai ce problème-là. C'est que Scream parle de Scream le film, quoi. C'est que et du coup, tu fais, mais il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Si c'était un truc, s'ils avaient eu comment dire, s'ils avaient réussi à... Moi, je pense, en vrai, enfin, je sais pas à quel degré Warner a la main mise, en fait, sur le truc, et du coup... Oui, Corey, tu me dis non, ça parle du rapport de force des médias modernes sur la masse, dont les blockbusters. Mais oui, mais ça parle que de 2023 ou 2022. Ça part, c'est un scope de 10 ans. Matrix, l'original, c'est des mythes qui sont dans leur portée équivalent à des grands mythes classiques, en fait, avec des trucs, des espèces de trucs humains très larges, en fait. Ça parle pas des problèmes que traversent les studios hollywoodiens au moment de la sortie de Matrix. Ou alors, si ça le fait de façon suffisamment subtile pour que le message de base puisse être réadapté à un peu tous les contextes, etc., quoi. Là, c'est vraiment un truc sur leur rapport le rapport de Warner à ses propres licences, quoi, et du public, des films, des blockbusters, quoi. Mais en fait, ça, c'est pas Matrix. Ça aussi, enfin, je sais pas, tu vois, c'est un essai vidéo qui a peut-être sa place genre sur YouTube, quoi, mais qui est pas puis après il y a le problème de la fabrication et du propos de fond, quoi, qui est quand même un reniement que moi je trouve terrible. C'est-à-dire que moi je comprends pas comment on peut être aussi snob, en fait, par rapport à son rapport même à l'action, quoi, à son propre média qui est le média du mouvement, quoi, du cinéma. Je comprends pas comment on peut offrir une critique acerbe à peine déguisée, en fait, des spectateurs qui regardent les films d'action et de se moquer d'eux, de dire mais vous avez rien compris, moi j'avais un message, et tu fais mais c'est pas ça, enfin
C'est beau le mouvement, c'est pour ça qu'on aime le cinéma en fait. Sinon, tu vois, on relirait Baudrillard, on n'aurait pas besoin vraiment de séquences de kung-fu, tu vois. Genre, Mais bon. Enfin, bref. Après, tu sais, c'est genre. Si ça fait plaisir à des gens, c'est cool, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas. Pour moi, c'est insultant, quoi. Je peux pas regarder ça et considérer ça comme. Ah oui, c'est intéressant comme démarche. C'est pas intéressant, c'est extrêmement suffisant. C'est hyper, je me la pète. Et puis c'est mal fait, quoi. C'est-à-dire que si au moins il y avait ce propos-là de dire sur le cinéma d'action, etc. Si au moins c'était accompagné d'une vraie maîtrise formelle dans le spectacle que ça présente. Mais pourquoi pas? Je pourrais au moins dire bon, bah, il y a une critique des divertissements modernes, mais qui est accompagnée de nouvelles propositions sur d'autres façons de filmer l'action. Comme était d'ailleurs le Matrix 1 en fait, c'est-à-dire que d'autres une autre façon de voir une scène de gens qui bougent en fait. Ça c'était intéressant, une autre façon de filmer des mouvements. Pourquoi pas? Et là, du coup, tu comprendrais. Je me dirais, bah tiens, d'accord, il y a une vraie critique acerbe qui est accompagnée d'une vraie proposition en retour et qui, du coup, aurait pu, pour moi, enrichir son propos. Mais là, les scènes d'action, elles sont claquées. Mais même le fait d'en avoir fait un jeu vidéo, c'est déjà chelou. Le fait de réutiliser des images comme des images d'archives, c'est hyper bizarre parce que c'est moche, en fait. Et après, à chaque fois qu'il y a une scène d'action un peu nouvelle, il n'y a aucune proposition de mise en scène, jamais, quoi. C'est que des trucs que tu as vus 150 fois. Là, l'intérêt de Matrix, quand même, aussi, et alors peut-être que maintenant, les gens chez Warner trouvent ça vulgaire, je sais pas, mais c'était de proposer des scènes d'action un peu nouvelles, quoi. C'était vraiment, quand je voyais ça, j'avais l'impression, je me disais, ah putain, j'avais jamais vu ça. Alors oui, c'était hérité du cinéma hongkongais, de l'animation japonaise, puis c'était un espèce de mishmash de plein d'influences et tout, mais fait comme ça, j'avais jamais vu. Et là, quand tu vois Matrix 4, tu fais, mais il n'y a rien que j'ai jamais vu, il n'y a rien de nouveau, mais même pas, genre en termes de rendu, mais même en termes d'idées ou de propositions. Moi, j'aurais préféré un film raté, mais qui essaie des trucs. Là, c'est vraiment, genre, dès lors que ça devient une scène d'action, c'est d'accord, mais en fait, j'ai déjà vu ça en vachement mieux fait dans les films qui sont critiqués par le film que je suis en train de regarder. C'est très compliqué à maintenir, je trouve. Non, c'est vraiment, c'est très compliqué. Très, très compliqué, je trouve, Matrix 4. Et même, enfin, ça a jamais été subtil et fin dans les messages, mais là c'est vraiment genre, il y a même plus la médiation de personnages, il y a même plus l'envie de raconter une histoire sur des gens qui vivent des trucs. Il y a quelques plans, quelques séquences qui sont un peu touchantes, mais il y a vraiment juste un discours littéral de trucs, mais où tu dis, mais faut faire un blog en fait, faut pas faire un film. Merci beaucoup à toi Ut Bneton pour le Prime, c'est hyper cool, c'est très gentil et très généreux, merci beaucoup à toi. Il y a des trucs, hein, je veux dire, si ça avait pas été Matrix, ça avait été une proposition de cinéma qui a rien à voir, qui vient de nulle part, etc. J'aurais sauvé vachement plus de choses en me disant, bon, il y a peut-être quelques trucs un peu rigolos, un peu sympas. Mais là, c'est vrai que le retour de la saga, quoi, le retour d'une des sagas de science-fiction, d'action les plus importantes du cinéma moderne, en fait, quoi. Et tu regardes le truc, et c'est un truc qui est complètement cynique. Et puis, moi, j'ai un problème avec moi, j'adore Warner, hein. J'adore ce studio, j'adore ce qu'il a fait pour Kubrick, pour plein de choses. Il y a plein de films Warner, j'ai plein de Blu-ray Warner, je suis très fan. Mais c'est là, avec ça et Space Jam 2, en fait, il y a un truc qui est que, déjà, ça me saoule, en fait, les personnages qui savent qu'ils sont des personnages dans des films. Ça me saoule les personnages qui savent qu'ils sont joués par des acteurs. Les films qui comprennent qu'ils sont des films, ça me saoule. Les réalisateurs qui te font comprendre que c'est des réalisateurs en train de filmer, déjà, ça me saoule. Mais alors, les studios qui sont conscients d'être un studio et qui se mettent en tant que personnages dans les films, là c'est vraiment, c'est ça aussi que je dis, c'est un point de non-retour avec Space Jam 2, mais là c'est qu'est-ce que tu peux faire de plus? Est-ce que maintenant ça va être quoi? Est-ce que ça va être le projectionniste qui va se mettre à te parler, tu vois, pendant les films, à te dire je suis conscient d'être un projectionniste en train d'appuyer sur un serveur, tu vois, sur mon Christie, tu vois, c'est où le truc? Tu vois, non, moi c'est pas possible ça c'est vraiment, je trouve, puis c'est stérile en fait, c'est-à-dire ça n'amène rien. C'est quoi la dernière personne, en fait, les derniers gens qui ont à commenter ce qu'est Warner dans l'histoire du cinéma, c'est Warner. Tu vois, il y a genre, en fait, je préfère un document, ou alors faites un documentaire. Tu vois, c'est plus sympa, quoi. Non, ouais, il y a aussi, parce que c'est ça, mais du coup, on peut parler pendant le film. On peut se dire, bah, vu que on est tous conscients d'être dans une salle de cinéma, il y a des moments dans l'histoire récente de mes visions de films où j'avais l'impression d'être vraiment Sam Neill à la fin de l'Antre de la folie, quoi. Genre, j'avais vraiment l'impression du truc où tu fais, mais là, ça... Enfin, bref, ça n'a aucun sens. Voilà. Tout ça pour dire que ouais, non, je suis pas fan. You've been Deadpool. Allez, mais sauf si c'est vraiment une démarche, tu vois, Deadpool, je comprends.
Non, c'est pas cynique parce que le film t'a fait ressentir ce ras-le-bol. Il y avait de quoi plus à faire sur ce. Ouais, mais ça, moi, tu vois, j'ai pas ressenti. Moi, c'était pas en mode. Genre, je comprends qu'il y a une tentative d'antagoniser les fans dans le film. Mais je trouve que ça peut être fait de façon intelligente. Mais là, c'est genre. C'est à la fois, c'est insultant, mais c'est pas le fait que ce soit insultant, c'est le fait que ce soit insultant, mais qu'en plus, ça ne propose rien. C'est qu'en fait, c'est genre. Je comprends le côté je m'en fous, je suis rebelle, yeah! Mais en fait, ça marche, c'est pas comme ça que. Enfin, ou alors ça prêche des convaincus, je sais pas. Après, je sais pas, peut-être que peut-être que je passe complètement à côté du cinéma moderne et qu'en fait c'est génial et que dans 10 ans on se dira putain, vous vous souvenez à l'époque où les films ils vous faisaient bien comprendre que vous étiez dans une salle de cinéma. Mais j'ai hâte d'être à cette époque où vraiment il y aurait d'autres propositions quoi. Ou il y en a d'autres hein, encore. Mais c'est ouais, moi en fait c'est enfin je sais pas. J'ai beaucoup de il y a un côté dissociatif en fait dans le cinéma actuel où tu as envie de leur dire est-ce que je pourrais ne pas être dans votre film? Genre est-ce que vraiment je pourrais ne pas être un personnage de votre film? Là, le fait que je sois assis en train de vous regarder. Non, je trouve ça désagréable. Space Jam aussi c'est chaud. Hein. Mais c'est à peu près équivalent. Parce que Warner est un personnage dans les deux films. Mais ouais, non, mais ou alors faut le faire intelligemment, ou alors c'est le concept du film complètement et on l'assume à fond et on devient hyper outrancier dans la façon dont c'est montré. Auquel cas il y a un délire vraiment de parti pris esthétique où voilà, là ça donnerait un truc à l'entre de la folie quoi. Ça donnerait un truc hyper métatextuel où vous êtes en train de regarder quelqu'un qui regarde vous-même, tu vois, ce genre de bail quoi. Mais sinon, c'est pas. Ou alors, faut avoir la finesse, effectivement, de Spielberg quand il fait Fableman, où ça parasite jamais le récit, quoi. Et où, du coup, il y a. Ça arrive par petites touches qui sont intelligemment disséminées dans un long film. Et t'arrives quand même à avoir vraiment des sentiments pour les personnages. Et surtout, il y a une forme d'humilité au cœur de Fableman aussi, qui est complètement absent de Matrix Resurrected, je sais pas quoi. Qui rend le spectacle au moins sympathique et qui surtout te donne l'impression de voir quelqu'un faire quelque chose qu'il aime faire en fait. Au moins il y a ça dans Fableman quoi. Tu vois, tu dis ah oui, la personne qui est en train de me proposer ce spectacle vraiment adore faire ce qu'il est en train de faire. Et ça c'est cool. Et c'est quand même moi je pensais en fait que c'était une prérogative dans l'histoire du cinéma en fait. Je comprends pas relier Space Jam 2 et Matrix 4. Bah si, dans le sens où ce sont deux productions Warner qui justement se mettent en scène en fait. Alors Space Jam 2, il y a ce côté ouf, mais en fait c'est Warner qui se décrit comme les méchants de leur propre film, les deux. Et du coup, c'est hyper chelou, Mais il faudrait revenir à ça plusieurs années plus tard et revoir cette époque bizarre de l'histoire du cinéma où plus rien ne peut exister dans l'absolu, quoi, où tout a besoin d'être ramené au spectateur qui regarde. Ce qui est aussi, parce qu'on parle de ce côté un peu allez vous faire foutre de Matrix 4 qui effectivement est un peu dans le film, mais il y a aussi un côté hyper complice de la même manière parce que l'avalanche référentielle du film est aussi une manière de te faire des coups de coude tu vois, en disant parce que ça drague forcément une partie des spectateurs en disant mais vous voyez, vous êtes les spectateurs malins, vous comprenez hein, et il y a aussi ça quoi, donc c'est même pas suffisamment antagonisant pour être une vraie démarche violente de truc quoi. Il y a aussi le côté un petit peu je suis un peu comme vous et tout. Non, vraiment, je trouve que c'est une sale période de l'histoire du cinéma, où tout n'est qu'effet d'annonce, quoi. Où tous les films sont en fait des bandes annonces de films qui n'existent pas. Non, c'est pas cool. J'espère que ça changera. Et j'espère que voilà, qu'il y aura des Scorsese, et c'est que des vieux, quoi, malheureusement, ou des SS Rajamouli. Hein. Moi, je veux bien SS Rajamouli. Voilà. N'est-on pas au bord d'une nouvelle crise du cinéma avec des spectateurs qui pourraient finir par bouder tout ça? J'en sais rien. Je sais pas si ces films marchent parce que je me renseigne très peu sur comment dire justement sur est-ce que ça fonctionne ou pas en fait sur le box-office. Je ne sais pas si ça marche ou pas. J'en sais rien. Bah, moi, je trouve ça hyper lassant quoi. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui trouvent tout à fait leur compte quoi. Sinon, ça marcherait pas. Mais en même temps, ils sont tellement dans des bails comment dire, d'anticipation, parce qu'il y a un côté aussi dystopique hein, à la façon dont les films sont faits maintenant, où les films sont faits, c'est-à-dire que c'est avant on faisait des projets tests,
Et déjà, c'était pas ouf, hein, parce que tu dis, un film, ça devrait pas être guidé juste par l'opinion qu'ont une poignée de personnes de ce qu'ils ont envie de voir. Au contraire, on a envie plutôt de laisser la liberté aux artistes de créer. Et maintenant, c'est vraiment, vraiment des études de marché hyper pointues, hyper précises, sur très précisément ce que les gens ont envie de voir. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la publicité, en fait, de ce que fait la publicité dans le sens où ils essaient de taper en dessous de la zone de flottaison du cerveau pour te donner exactement ce que primitivement tu as envie de voir à un instant T, quoi. Et du coup, forcément, ils se trompent probablement un peu moins, quoi. Mais c'est vrai que là, il y a un délire hyper chelou, quoi. Il y a un délire de vraiment, on sait que ça va vous plaire, il faut que ça vous plaise, donc on va le faire. Ils arrivent quand même à échouer hein, de temps en temps, mais ils sont tellement, à mon avis, confiants de leurs algorithmes que c'est une période chelou, quoi. C'est une période vraiment hyper bizarre, qui en plus a peu d'équivalent. C'est ce que je décris, je sais pas s'il y a eu ça trop. Il y a eu quelques échecs hein, du cinéma hollywoodien, hein, mais il y a eu les années 60 et tout, quoi. Mais je veux dire, je sais pas, c'est assez nouveau et très difficile à analyser encore parce que c'est à chaud, quoi. Mais j'espère que ça va partir, quoi. J'espère que je vais me retrouver devant d'autres spectacles. J'espère que je vais revoir des RRR et des West Side Story de Spielberg, par exemple. Ça, j'étais très content de voir ça. Avatar 2, oui, c'est effectivement Fury Road, c'est génial. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps en plus, Fury Road. C'était fantastique. C'était absolument merveilleux, quoi. Voilà. Et alors... merci Raiden, merci, mais en même temps c'est pas sympa parce que tu dis à la fois que je suis beau, mais en même temps que ma voix est nasillarde. Mais en plus là je suis un peu enrhumé. Mais je suis toujours un peu enrhumé en ce moment, mais pas complètement. Je me demande si c'est pas Attendez, il y a plein de messages. Je trouve que ça ressemble pas mal à une nouvelle époque. Un micro-ondable. Il y a un côté jetable. Au-delà du côté jetable, il y a un côté daté, du coup, à tous les films que je vois. C'est-à-dire que ça va être très compliqué pour moi de revoir... Parce que justement, Fury Road, en fait, c'est un spectacle qui peut, je pense, s'adapter à peu près toutes les époques. Matrix 1, il y a un côté daté dans les costumes, quoi. Mais sinon, en termes de spectacle qui est offert, je pense que ça tient un peu le temps. Die Hard, je le regarde tous les ans. Et encore, je le regarde même plus que ça. Je trouve que c'est toujours tout à fait regardable, sans aucun problème. Là, ça va être très compliqué de revoir tous ces films-là sans avoir en tête précisément qu'est-ce qui se passait sur les réseaux sociaux au moment où c'est sorti. Ce que je disais quand on regardait la bande-annonce là, du prochain Spider-Man, de Spider-Verse, qui d'ailleurs a l'air très bien, hein, que j'ai beaucoup aimé le premier, quoi. Mais il y a la référence au même de tu es Peter Parker, tu es quoi, et qui se regarde. C'est vraiment trop dans l'actu, quoi. Je veux dire, c'est vraiment trop. Pour moi, ça peut pas durer dans le temps, du coup. C'est-à-dire que là, ça va vraiment exister comme un objet de son temps, comme juste un témoignage, mais de ces quelques années, en fait. Donc, je ne sais pas, je sais pas où ils vont, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas s'ils le font consciemment, en mode faut qu'on fasse un maximum de thunes parce qu'il y a les plateformes, il y a les téléchargements, il y a les machins, je sais pas. Je suis très très confus par rapport à ce que devient le cinéma hollywoodien actuel, quoi. D'autant plus que je trouve qu'il y a des super films qui sortent à côté de ça. Même le Park Chan-wook, qui est pas mon Park Chan-wook préféré, là, je trouve ça sympathique, quoi. Et puis après, là, il y a le cinéma indien, quoi, où tu regardes le moindre plan est complètement superbe. Ils sont pas dans ce truc, alors que pourtant, c'est de la comédie musicale. Tu peux pas faire plus briser le quatrième mur et tout, quoi. Mais ils arrivent à raconter des histoires où, ouais, j'y crois vraiment au personnage de RRR, et c'est beau et touchant, quoi, quand il fouette le gars, quoi. Pourquoi il n'y a pas ça dans un film comme Matrix ? Pourquoi est-ce qu'il y a 5 fois plus d'inventivité dans des films qui en plus coûtent 3 fois moins cher, quoi ? Je sais pas. C'est vraiment... Il devrait essayer d'être à l'avant-garde de ces expérimentations-là, Hollywood. Là, c'est vraiment... Ouais, non, là, j'en peux plus. Hein, point de rupture. Mais ça fait quelques mois, hein, déjà. Même quelques années, en fait. J'aimerais bien juste voir. Heureusement, il y a eu Avatar où je me suis dit tiens, c'est cool, il y a des personnages où je suis pas obligé de me poser des questions sur est-ce que j'ai vu tel mème, tel machin. T'as l'impression que le truc a été fait un petit peu dans son coin, en fait. Mais il y en a très peu, quoi. Il y en a vraiment très très peu. Donc, ça fait combien de temps qu'on stream ? Ça fait pile poil 1 heure, c'est exactement ce que je voulais. On va donc se faire, comme d'habitude, 1 heure de jeux vidéo sur ce chef-d'œuvre incroyable et intemporel qu'est
The Beat Within.